Avec plus de 37 millions d'habitants, la Pologne est aujourd'hui un des poumons économiques de l'Europe. Son histoire couvre plus d'un millénaire d'une épopée passionnante que nous allons croiser au hasard de ce petit circuit bien incomplet. En 1226, les chevaliers teutoniques viennent soumettre les tribus païennes au catholicisme et s'implantent sur le sol polonais. Au XVe siècle, la Pologne ne put pas résister aux vagues d'agresseurs cosaques, ottomans, suédois, venus de toutes parts. Au XVIIIe siècle, la Russie et la Prusse se partagent la Pologne, qui disparaît pratiquement de la carte jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. En 1919, le traité de Versailles appelle à la création d'une nouvelle Pologne indépendante. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne qu'Hitler voulut germaniser. À peine sortie de la guerre, la Pologne tomba sous la domination communiste et intégra le bloc de l'Est. Dès 1980 et la naissance du syndicat Solidarność, commença en Pologne la procédure de désoviétisation du pays et sa sortie du pacte de Varsovie pour rejoindre l'OTAN en 1999 et l'adhésion à l'Union européenne le 1er mai 2004. Ainsi, la Pologne du XXIe siècle est devenue la figure de proue de l'Union européenne, à commencer par Varsovie. La capitale de la Pologne se distingue par sa diversité architecturale. Les édifices de style gothique soigneusement reconstruits, le béton austère hérité de l'ère communiste et l'architecture moderne de verre et d'acier font se côtoyer le passé tumultueux et les réalisations contemporaines. L'histoire de Varsovie est douloureuse. Quasi anéantie à la fin de la dernière guerre, elle a survécu aux pires atrocités. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, seulement 15% de la ville avait échappé à la destruction, si bien qu'il avait été envisagé de déplacer la capitale. Finalement, il fut décidé d'en reconstituer le tissu urbain d'avant-guerre. Entre 1949 et 1963, les travaux se concentrèrent sur la vieille ville afin de lui rendre plus ou moins son apparence des XVIIe et XVIIIe siècles grâce à une restauration méticuleuse basée sur des dessins, des photographies et des archives d'origine. Celle-ci a été si parfaite que l'UNESCO inscrivit la vieille ville au patrimoine mondial dès 1980. La place Zamkowi, ou place du château, constitue le principal accès à la vieille ville par le sud et est dominée par le château royal. L'édification de cette remarquable réplique du palais d'origine, dynamité par les Allemands en 1944, dura de 1971 à 1984 et l'intérieur a été reconstitué tel qu'il était 2 siècles auparavant. L'église Sainte-Anne, quant à elle, fut miraculeusement épargnée des ravages de la guerre. Sa façade, en grande partie néoclassique, date de 1788. Sans doute l'église la plus richement ornée de Varsovie, elle arbore un plafond en trompe-l'œil d'origine, un maître-autel rococo et un orgue somptueux. L'église Sainte-Anne marque le départ de la voie royale qui traverse la ville sur près de 4 km, une succession de larges avenues bordées de luxueux commerces, d'églises comme l'église de la Sainte-Croix, de palais tels que le palais Krasański, reconnaissable à son fronton triangulaire, l'un des plus beaux édifices baroques de la ville, et de monuments commémoratifs comme celui dédié à Nicolas Copernic ou au général de Gaulle. Mais revenons à la vieille ville et à la rue Świętoszanska, l'une des plus anciennes, qui conduit au Rynek, la grande place du marché, en passant devant la cathédrale Saint-Jean et sa massive façade de style baroque.
Le Rynek est sans aucun doute la plus jolie place de Varsovie et elle ravit les amateurs de bâtiments historiques dont les plus anciens datent du début du XIIIe siècle et qui ont été remarquablement reconstitués. La place est cernée d'une quarantaine de hautes maisons mêlant les styles Renaissance, gothique, baroque et néoclassique, toutes rebâties après leur destruction par les Allemands en 1944. Certaines de ces façades restaurées ne sont plus des résidences individuelles, mais ont été rassemblées pour créer derrière des entités compactes, comme par exemple le musée de Varsovie, qui occupe 11 immeubles côté nord du Rynek. Pour passer de la vieille ville à la nouvelle ville, qui n'est pas contemporaine ici puisque fondée dès la fin du XIVe siècle, la Barbacane est un solide édifice gothique de briques rouges, semi-circulaire, qui fut élevé sur un pont enjambant le fossé, qui renforçait les fortifications partiellement restaurées aujourd'hui. C'est dans cette nouvelle ville que se trouve le quartier juif, un ghetto tristement célèbre, où furent reclus quelques 400 000 juifs entre 1940 et 1943, et dont il ne reste que peu de traces en dehors de quelques lieux emblématiques. Enfin, au sud du quartier, s'étendent les jardins saxons, seul vestige d'une résidence royale du XVIIIe siècle détruite elle aussi par les Allemands. C'est là que se trouve le mémorial militaire dédié aux anonymes morts pour la Pologne. 2 soldats montent la garde en permanence devant la flamme éternelle qui fait face à la vaste place Piłsudskiego. À la fin de la guerre, la ville était en ruine et déplorait 800 000 morts, soit plus de la moitié de la population. Cette Varsovie d'après 1945 fit surgir une nouvelle ville de terre qui porta principalement la marque de l'architecture stalinienne avec la construction d'immeubles de béton d'une égale monotonie. Varsovie devint une ville typique du bloc de l'Est. Le palais de la culture et de la science, édifié dans les années 1950, en est un parfait exemple. Ce bâtiment, de style réaliste socialiste, a été offert à Varsovie par l'Union soviétique en signe d'amitié et domine le centre-ville depuis plus de 60 ans. C'est l'une des 8 tours aux allures de palais que Staline ordonna de construire en pleine guerre froide, destinée à concurrencer les gratte-ciel new-yorkais. Achevé en 1955 et surnommé le gâteau de mariage russe par les habitants, cet édifice est longtemps resté le plus haut bâtiment de Pologne avec 237 mètres, maintenant détrôné entre autres par la Warsaw Tower, non loin de là, avec ses 320 mètres.
En dépit de plus de 40 ans de communisme, la ville a su s'adapter après la chute du régime en 1989. Varsovie s'est alors retrouvée au cœur de la croissance. Et aujourd'hui, des gratte-ciel de bureaux se dressent de part et d'autre de cette tour que certains voient comme une verrue, d'autres comme tout un symbole pour une capitale enfin libérée. Troisième ville de Pologne, Gdansk, port majeur de la mer Baltique, jouit d'une atmosphère unique qui la distingue des autres villes polonaises, bien qu'on pourrait dire la même chose de chacune d'elles. Au XIIIe siècle, la ville et son port connurent un essor considérable et devinrent un carrefour majeur en rejoignant la Ligue hanséatique déjà établie dans tout le nord de l'Europe. Rare ville polonaise à réchapper aux invasions suédoises de 1680, Gdansk fut annexé par les Prussiens en 1793, mais ils en furent chassés par Napoléon 14 ans plus tard. En 1816, le Congrès de Vienne rendit Gdansk à la Prusse jusqu'à la défaite allemande de 1918 et le traité de Versailles en 1919 attribua néanmoins aux Prussiens le fameux couloir de Danzig, une étroite bande de territoire qui leur permettait d'accéder à la Baltique. La ville de Gdansk en était toutefois exclue et devint la ville libre de Danzig sous la protection de la Société des Nations. Mais lorsqu'Hitler accéda au pouvoir, la ville devint de fait un port allemand avant que l'Allemagne n'envahisse la Pologne en 1939. L'armée rouge arriva en mars 1945 après une bataille acharnée qui réduisit le centre-ville de Gdansk en un tas de ruines. La reconstruction de la ville principale débuta dès 1949 et dura plus de 20 ans. Joyau de Gdansk, la vieille ville ressemble à peu de choses près à ce qu'elle était il y a 3 ou 4 siècles lorsque la cité était à son apogée. Le principal quartier ancien de la ville et le plus riche en termes d'architecture fut restauré avec le plus grand soin après la Seconde Guerre mondiale. Les ajouts prussiens hérités de l'annexion de 1772 ont été sciemment omis lors de cette reconstitution, comme si, de ce fait, le temps s'était arrêté à la fin du XVIIIe siècle dans le centre de Gdansk, dont le cœur est la voie royale, bordée des plus majestueuses façades du centre-ville. Il suffit de lever un peu la tête. Le quartier, appelé Gługi-Targ, se concentre autour de la voie royale et était habité par les citoyens les plus éminents et les plus riches de la ville, d'où une prolifération de splendides demeures bourgeoises richement décorées. Les magnifiques façades rivalisent d'originalité et d'audace architecturale d'inspiration flamande. Parmi les plus célèbres, la Maison Dorée, construite entre 1609 et 1648 pour un riche négociant en céréales et maire de la ville. Le tribunal d'Artus fut reconstruit à la même époque avec, à ses pieds, la fameuse fontaine de Neptune qui est devenue l'un des symboles de la ville. Cette fontaine historique, un chef-d'œuvre maniériste rococo, a été érigée en 1549 et a été convertie en sa forme actuelle en 1633. Elle se trouve également au pied de la haute façade de l'hôtel de ville, une structure originale du XVe siècle qui domine la voie royale de ses 81 mètres, la plus haute tour de Gdansk. Un peu à l'écart, le Grand Arsenal est un véritable joyau architectural. Conçu au début du XVIIe siècle, il est clairement marqué par l'influence néerlandaise comme la plupart des édifices de Gdansk. Flanqué de 2 tours, la majestueuse façade principale est richement ornée et couronnée de motifs militaires et les armoiries de la ville en gardent l'entrée. Le Grand Moulin, datant de 1350, fut le plus grand de l'époque médiévale. Avec ses 18 meules de 5 mètres de diamètre disparus aujourd'hui, il pouvait produire 200 tonnes de farine chaque jour, et ce jusqu'en 1945. Les halles datent du 19e siècle et n'ont d'intérêt que pour l'architecture métallique qui les abrite.
Érigée en 1227, la basilique Saint-Nicolas fut la seule église du centre à avoir été épargnée lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut l'église paroissiale de la ville jusqu'à ce que l'église Sainte-Marie soit bâtie. C'est justement là que nous arrivons par la charmante rue Ulica Mariaca, magnifiquement bordée d'une rangée ininterrompue de maisons mitoyennes. L'église Sainte-Marie est souvent tenue comme la plus grande église de briques du monde. Sa massive structure est complétée par un imposant clocher qui domine la vieille ville de ses 78 mètres. Construit entre 1343 et 1502, l'édifice est colossal, avec 3 vastes nefs surmontées d'une voûte gothique sculptée que viennent éclairer 37 immenses vitraux. Son autel arbore un polyptyque gothique datant des années 1510 avec, au centre, le couronnement de la Vierge. Il ne faut pas manquer la magnifique horloge astronomique du XVe siècle qui attire chaque jour à midi quantité de visiteurs. À ne pas manquer non plus la fresque, en fait une copie, du jugement dernier de Memling et un très bel orgue argenté que nous avons pu apercevoir auparavant. Autre église emblématique de Gdańsk, l'église Sainte-Brigitte, réduite à l'état de ruine en 1945, a été bâtie 700 ans auparavant et restaurée à partir de 1970. C'est ici que Lech Walesa venait assister à la messe lorsqu'il n'était encore que simple électricien sur les chantiers navals voisins. En 1980, l'église soutint activement les grévistes des chantiers navals et son prêtre, Henryk Jankowski, relayait leurs revendications dans ses sermons. Aujourd'hui, l'église reste un lieu de commémoration des luttes de Solidarność et plusieurs œuvres contemporaines y évoquent l'histoire du syndicat et de la Pologne moderne. L'œuvre maîtresse est un spectaculaire ostensoir en ambre haut de 1,74 m qui représente l'arbre de la vie et qui surplombe le maître-autel. Cette pièce récente, faite de 6500 kg de résine polie, est d'ailleurs le joyau des lieux. Encore quelques pas à faire pour rejoindre un autre lieu hautement symbolique de Gdańsk, ses historiques chantiers navals. L'ancien chantier naval Lénine est un lieu clé dans l'histoire de l'Europe du XXe siècle. C'est là que se fissura pour la première fois le fameux rideau de fer qui a séparé durant la guerre froide 1945-1989 le bloc de l'Est soviétique du bloc de l'Ouest occidental. Inauguré en 2014, le Centre européen de solidarité est un édifice moderne couvert de plaques de métal rouillées censé évoquer celle d'un navire en construction. Malgré sa laideur, il est rapidement devenu l'un des musées incontournables de Gdańsk. Flashback. En décembre 1970, les ouvriers des chantiers navals entamèrent une grève de grande ampleur, réprimée dans le sang par les autorités. Il y eut 44 morts. Après le soulèvement de Poznan en 1956, ces événements constituèrent le deuxième grand défi auquel fut confronté le régime communiste.
En 1980, une nouvelle vague de contestation paralysa les chantiers navals de Gdansk. Cette fois-ci, la grève déboucha sur d'interminables négociations avec le gouvernement et le mouvement donna naissance au syndicat Solidarność, Solidarité, mené par Lech Walesa, un électricien qui a conduit la grève et les pourparlers. Lech Walesa deviendra plus tard le premier président démocratiquement élu de la Pologne d'après-guerre. Les salles du musée suivent une progression chronologique depuis les chantiers navals à l'ère soviétique jusqu'à la naissance de Solidarność, la loi martiale, les tables de négociation avec le tableau original des accords signés avec le détail de tous les articles inscrits sur des panneaux de bois. On y trouve aussi une section sur les révolutions qui secouèrent l'Europe de l'Est à la même époque. Photos, objets divers, documents et films d'archives ponctuent cette passionnante exposition. Face à l'ancien portail des chantiers navals se dressent les trois croix hautes de 42 mètres, érigées en 1980 pour célébrer la mémoire des 44 ouvriers tués lors des émeutes de 1970. C'est le premier monument du bloc de l'Est à commémorer les victimes d'un régime communiste et il est immédiatement devenu un symbole capital. Les chantiers navals de Gdansk ne sont plus ceux du siècle dernier. Rachetés par une entreprise ukrainienne qui produit des éoliennes, les chantiers ne construisent plus de navires en dehors de quelques luxueux catamarans destinés à une élite mondiale et se limitent à la réparation ou à la destruction de certains cargos. Néanmoins, et sans doute par nostalgie, la plupart des grues d'origine hérissent toujours les quais et leur ossature métallique semble veiller à un repos éternel, émouvantes images au coucher du soleil et tout au long des berges de la Moslava qui traversent la ville dans la nuit lumineuse, des quais historiques mais aussi des quais grands ouverts sur l'avenir.
Lieu de naissance de la nation polonaise voici un millénaire, Poznań est une ville chargée d'histoire. La ville fut fondée au IXe siècle pour le premier souverain de Pologne, Mieszko Ier, et en fut la capitale royale jusqu'en 1038. À partir du XVe siècle, les invasions successives suédoises, prussiennes et russes marquèrent une période de dévastation. Annexée par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, la ville sortit en grande partie détruite des combats menés en 1945 pour sa libération et avant son intégration à la sphère soviétique. En juin 1956, après une grève d'ouvriers, Poznań fut l'une des premières villes du pays à subir de plein fouet les répressions du régime communiste. Écrasée par les tanks, la manifestation spontanée ouvrit la voie à une vague de protestations populaires qui ne trouva son terme qu'avec le retour de la démocratie des décennies plus tard. À l'est de la vieille ville, l'île de la cathédrale, encerclée par deux bras de la Warta, fut le berceau de Poznań à son origine et, partant de là, de l'État polonais, avant de s'établir sur l'autre rive au XIIIe siècle. Néanmoins, la cathédrale qui fut construite sur l'île y demeura en tant que siège de la hiérarchie catholique. Cette monumentale cathédrale de style gothique, pour l'essentiel, est flanquée de deux tours de style baroque. Endommagée en 1945, sa reconstruction dura 11 ans. Sur son parvis, un monument est dédié au pape Jean-Paul II en mémoire de sa visite. Il s'agit d'une véritable nécropole royale. Les nefs et le déambulatoire sont entourés d'une douzaine de chapelles, chacune avec son lot de tombes, la plus célèbre étant celle qui abrite le mausolée du duc Mieszko Ier et de son fils, premier roi de Pologne. En face de la cathédrale, l'ancienne Académie Lubrański, première école supérieure de Poznań créée en 1518, accueille maintenant le musée archidiocésain. Mais revenons en ce qu'on appelle encore la vieille ville. À l'ouest de cette ville, depuis le théâtre Wielki, importante scène culturelle, et du beau parc Mickiewicza qui lui fait face, et à proximité de la Philharmonia, se dresse le mémorial érigé en hommage aux victimes du soulèvement de Poznań en 1956. Les combats de rue firent 76 morts, 300 blessés, et il y eut 300 arrestations. La plus tragique répression de l'ère communiste en Pologne. Le monument se compose de deux croix de 20 mètres de haut, reliées entre elles, ce qui ne va pas sans rappeler celui dédié aux 44 ouvriers du chantier naval de Gdansk morts lors des émeutes de 1970. Il fut inauguré le 28 juin 1981 pour le 25e anniversaire de l'événement, cérémonie populaire à laquelle assistèrent plus de 100 000 personnes. Juste à côté se trouve la massive Kaiserhaus,
qui est devenu le musée du soulèvement de Poznan. Construit entre 1904 et 1910, cet édifice majestueux a été érigé pour l'empereur allemand Guillaume II. C'est maintenant un retour de manière immersive sur ce mouvement ouvrier de 1956. Tout au fond de la vaste place Wolności se trouve le musée national qui renferme un grand nombre d'œuvres d'art polonaises et européennes. À proximité de cette vaste place et au pied des quelques vestiges du château, l'église franciscaine se distingue par les magnifiques fresques qui ornent le chœur et la nef. Construite entre 1674 et 1757, cette église baroque, dédiée à saint François, est réputée miraculeuse de par un retable et une icône de la Vierge. Comme dans toutes les villes polonaises, le cœur de la vieille ville est centré autour du Rynek, l'ancienne place du marché. Le Stary Rynek a été aménagé à partir de 1253. C'est un bel ensemble de maisons historiques, pour la plupart transformées en musées, regroupées autour de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, construit entre 1550 et 1560, de style Renaissance, est surmonté d'un clocher haut de 60 mètres, authentique joyau architectural érigé en 1780. La grande façade à triple rangée d'arcades est ornée d'une frise représentant les rois de la dynastie des Jagellons. Au pied de l'hôtel de ville, sur son côté sud, se blottit une ravissante rangée de petites maisons colorées qui ont été érigées au XVIe siècle sur l'emplacement d'anciennes échoppes de poissonniers.
À 2 rues au sud du Rynec, l'église paroissiale fut édifiée à l'origine pour les jésuites par des architectes venus d'Italie en 1651 et ne fut achevée que 80 ans plus tard. Cette collégiale de style baroque arbore une façade très ornementée et une nef immense soutenue par de massives colonnes de marbre. Poznań est aujourd'hui une ville dynamique qui, grâce à sa proximité avec l'Allemagne et à sa longue tradition marchande, a gagné le rang d'important centre éducatif et industriel de Pologne. Quatrième pôle urbain de la Pologne, Wrocław est le cœur industriel, commercial et universitaire de la Silésie, vaste région du sud-ouest de la Pologne. À l'image de Poznań, la ville fut fondée à la même époque sur l'île de la Cathédrale, entre 2 bras du fleuve Oder, et a été désignée comme l'un des 3 évêchés de la Pologne. Elle atteint son pic de prospérité au XVe siècle sous le contrôle de la Bohême. La dynastie autrichienne des Habsbourg dirigea la ville jusqu'à son annexion par la Prusse. Avant-poste majeur du Troisième Reich à l'est, la ville eut à tenir un rôle défensif capital sous le nom de Breslau, dans la dernière partie de la Seconde Guerre mondiale en devenant un camp retranché. Assiégée par l'armée rouge en février 1945, la ville a été rasée à 75% et 30% des habitants y ont péri. Les Allemands, qui étaient restés, furent expulsés et ont été remplacés par des réfugiés venus des pans orientaux des pays cédés à l'Union soviétique. La difficile reconstruction de Wrocław se poursuivit jusqu'aux années 1980. Le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski, à la tête du gouvernement polonais, instaure la loi martiale avec positionnement de tanks dans les rues, des postes de contrôle militaire omniprésents et l'interdiction de tout rassemblement public, manifestation et grève. Plusieurs milliers d'individus furent arrêtés et internés, dont la plupart des dirigeants de Solidarność, y compris Lech Walesa. Une répression représentée par cette œuvre de Jiří Kalina, qui fut inaugurée en 2005 pour marquer le 24e anniversaire de cette loi martiale. Appelée les piétons anonymes ou le passage, cette sculpture originale représente 7 piétons qui, comme avalés par la chaussée, ressurgissent de l'autre côté de la rue. Des œuvres insolites, sans doute plus modestes, foisonnent tout au long des rues de la ville. Ce sont les nains de Wrocław, appelés aussi Krasnal. Ce sont 300 petites statues de bronze disséminées un peu partout dans la ville et toujours placées en rapport avec l'historique d'un environnement immédiat. Énigmatiques, ces figurines font référence au symbole d'alternative orange
un groupe dissident de l'ère communiste pour qui le ridicule était une arme visant à embarrasser le régime totalitaire et à promouvoir la pensée indépendante avec ironie. Fondée au début des années 1980, l'alternative orange visait à placer des pots de bananes sous les pas d'un gouvernement communiste polonais dénué de tout humour. Le point d'orgue fut une manifestation de soutien aux gnomes en 1988, pendant laquelle des milliers de participants défilèrent avec des couvre-chefs orange sur la tête pour défier le gouvernement. Aujourd'hui, si les communistes ont quitté le pouvoir, les nains, eux, ont envahi les rues. À proximité d'un palais de justice à l'allure féodale, la synagogue de la Cigogne blanche, de style classique, construite en 1829, rappelle que plus de 20 000 juifs vivaient autrefois à Wrocław. Une exposition permanente, l'histoire retrouvée, présente 800 ans d'histoire israélite en Europe de l'Est. La vieille ville recèle quantité de bâtiments historiques. La plupart sont rassemblés autour de la place la plus animée de la ville, le Rhinek, une vaste esplanade au milieu de laquelle trône l'ancien hôtel de ville. Sérieusement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, cette ancienne place du marché est bordée par d'élégantes perspectives de façades typiques réhabilitées durant plusieurs décennies. Cet ancien hôtel de ville est un superbe édifice qui a été construit sur plus de 200 ans entre le XIVe et le XVIe siècle. La partie droite de sa façade affiche les lignes austères du gothique, tandis que les délicates sculptures de la partie gauche sont typiques du début de la Renaissance. La façade sud du début du XVIe siècle est la plus décorée, avec 2 fenêtres en saillie ornées et des personnages taillés dans la pierre. Au centre du bâtiment, l'horloge astronomique en bois de mélèze date de 1580.
Entre les deux charmantes maisons dites Hansel et Gretel, reliées par une arche baroque de 1728, se profile l'église Sainte-Élisabeth, datant du XIVe siècle et remaniée à la Renaissance. C'est un édifice imposant avec un clocher de 90 mètres qui domine le Rhinec. Avec ses 130 000 étudiants, l'université fondée par les jésuites au début du XVIIIe siècle abrite de remarquables amphithéâtres d'apparat accessibles au public. Enfin, l'église rococo de l'université, dite du Saint-Nom de Jésus, fut bâtie dans les années 1690 et déborde d'ornements et de fresques dépeignant la vie de Jésus. Elle côtoie le vaste bâtiment des Halles qui sera notre dernière halte à Wrocław. Plus d'1 million d'êtres humains ont péri à Auschwitz-Birkenau, dont au moins 300 000 Polonais, lieu du plus grand génocide du XXe siècle. Ces deux camps d'extermination nazis sont devenus un musée mémorial dédié à toutes les victimes de ce qui deviendra l'Holocauste. Le complexe Auschwitz-Birkenau représente tout le système concentrationnaire mis en œuvre par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Si la visite des camps et tout particulièrement des installations qui ont été conservées à l'état est dérangeante, elle reste essentielle pour comprendre toute l'horreur de l'une des plus abominables pages de l'histoire humaine. Du centre d'accueil d'Auschwitz, pendant qu'on pénètre dans le camp en traversant un long tunnel de béton, sont égrenés un à un les noms de toutes les victimes qui sont passées sous le portail tristement célèbre surmonté du cynique Arbeit macht frei, le travail rend libre. Au-delà des barbelés électrifiés et des miradors, les 13 baraquements qui subsistent sur les 30 blocs d'origine accueillent les expositions, hommages consacrés aux victimes. Les images parlent d'elles-mêmes.
Dès 1942, Birkenau a été affecté à l'extermination systématique et immédiate dès l'arrivée des convois des déportés juifs, là où le génocide atteignit son paroxysme. Lors de la débâcle, les Allemands détruisirent la majeure partie de Birkenau. En dehors de quelques bâtiments, il ne reste plus qu'une vaste étendue herbacée entourée de barbelés et les rails qui conduisaient à la solution finale. Le principe général des travaux de conservation de Birkenau a été celui de garder les infrastructures du camp en l'état dans lequel elles ont été trouvées en toute sobriété. Cracovie, ancienne capitale royale de la Pologne, atteignit son apogée à la Renaissance grâce à son expansion économique et culturelle, mais les invasions successives qui suivirent accentuèrent son déclin à partir de 1655. Quand en 1795 la Pologne échut à l'Empire autrichien, les occupants se montrèrent plutôt magnanimes. Aussi, la ville retrouva-t-elle une certaine liberté culturelle et politique. Au XIXe siècle, Cracovie était devenue le principal foyer de la culture polonaise, mais aussi la capitale d'un pays officiellement inexistant. Quand la Pologne retrouva son indépendance en 1918, Cracovie prospéra jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et conserva son rôle de grande ville culturelle. Pillée par les Allemands, la ville ne connut en revanche aucun bombardement majeur et reste l'une des rares villes polonaises dotée d'une architecture ancienne quasiment intacte. Le gouvernement communiste qui prit le pouvoir après la guerre fit construire de nouveaux quartiers industriels et des cités en les dotant d'usines, sans doute pour casser la tradition culturelle de la ville. Au sud de la ville, érigé sur une colline qui surplombe la Vistule, et symbole par excellence de la Pologne, le Wawel est un haut lieu historique, siège des souverains dès l'aube de l'État polonais depuis plus de 5 siècles, et même après que le centre du pouvoir se fût déplacé à Varsovie. Outre le château de Wawel par lui-même, l'enceinte du palais royal renferme également la cathédrale,
haut lieu de l'art et le sanctuaire spirituel de la Pologne. Le château royal a été le cœur politique et culturel du pays jusqu'au début du XVIIe siècle et reste encore, aujourd'hui, un symbole de l'identité nationale. Avec ses 25 salles, le palais royal, de style Renaissance, date du XVIe siècle. Les salles royales constituent la partie la plus vaste et la plus saisissante du château. Parmi les salles royales, la salle des députés, qui arbore une tapisserie ornée de l'aigle polonais datant de 1560, se distingue par son plafond à caisson orné de 30 têtes en bois, sculptées et peintes à la main, qui semblent scruter les visiteurs. Elle représente le cycle de la vie de l'homme, de la naissance à la mort. Les luxueux appartements royaux donnent un aperçu du cadre de vie des souverains et de leurs familles, avec de magnifiques tapisseries provenant des Flandres et de somptueux plafonds. La chapelle de la bien-aimée reine Edwige, princesse d'Anjou, couronnée roi de Pologne, et oui, en 1384, est un véritable bijou. La salle des sénateurs, utilisée à l'origine pour les séances du Sénat, des cérémonies royales, des bals et des pièces de théâtre, sert de cadre à une magnifique série de tapisseries d'Arras datant du XVIe siècle. Le Wawel a conservé sa force symbolique et magique. Aux alentours du château, pour rejoindre la vieille ville, on emprunte de pittoresques ruelles qui descendent de la colline en passant devant divers édifices, comme l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, érigée par les Jésuites à la fin du XVIe siècle,
L'extérieur se distingue par une rangée de superbes statues des 12 apôtres. L'église Saint-André, avec sa façade austère, bâtie à la fin du XIe siècle. Le palais de l'évêque Érasme Ciothèque, transformé en musée d'art, a été édifié au début du XVIe siècle, au pied du Wawel, dans un style gothique et Renaissance. Le Collegium Maius, qui est le plus ancien domaine universitaire de Pologne, surtout connu pour son étudiant prodige, l'astronome polonais Nicolas Copernic. Enfin, la fenêtre pontificale marque le lieu où le pape Jean-Paul II avait l'habitude de s'adresser à l'assistance depuis cette fenêtre du palais épiscopal. Il faut dire que près de 90% des Polonais sont de religion catholique et que le pape Jean-Paul II est né à Katowice, à 60 km de Cracovie, d'où une ferveur particulièrement palpable et une grande mobilisation populaire contre tout ce qui va à l'encontre des valeurs familiales traditionnelles. O oceny walczymy o wszystko. Proszę. Cet autre petit rassemblement a lieu 2 fois par jour pour protester pacifiquement contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et, en ce 844e jour de guerre, pour demander la paix, le retour des prisonniers et des hommes dans leur foyer. Ces petits attroupements quotidiens ont lieu sur la grande place centrale du Rynek.
Bien sûr, comme dans la plupart des villes polonaises, la grande place du marché, le Rynek, est le centre névralgique de la vieille ville. Celle de Cracovie est la plus grande place médiévale en Europe. Son tracé date de 1257, mais les façades néoclassiques qui l'entourent recouvrent des murs beaucoup plus anciens. L'ancienne halle Oudra occupe le centre de la place depuis le début du XVIe siècle. Ce bâtiment fut le centre de commerce des étoffes. Ses arcades furent rajoutées au XIXe siècle. Le rez-de-chaussée est aujourd'hui une large galerie animée par de multiples stands de souvenirs et d'artisanat, dont de nombreuses boutiques d'ambre, l'or de la Baltique. À l'extérieur de la halle Oudra se dresse le beffroi de l'ancien hôtel de ville, haut de 70 mètres. C'est le seul vestige de l'hôtel de ville du XVe siècle, détruit dans les années 1820. L'église Notre-Dame, aussi connue sous le nom de Basilique Sainte-Marie, est une superbe église gothique en briques qui se dresse dans un angle de cette grande place. Elle est dominée par 2 tours et est couronnée d'une flèche entourée de tourelles, aujourd'hui en restauration. Au nord de la vieille ville subsistent les derniers vestiges des remparts médiévaux. La porte Saint-Florian fut jadis la porte d'entrée principale de la ville.
À proximité, le théâtre Stowakiego est un édifice vaste et opulent qui date de 1893, inspiré de l'Opéra de Paris. Enfin, la salle de concert Chopin accueille chaque jour des pianistes virtuoses qui se produisent pour des mini-récitals d'1 heure, le temps d'apprécier les œuvres de Frédéric Chopin, le compositeur polonais le plus célèbre. À 14 km au sud-est de Cracovie, la mine de sel de Wieliczka accueille les touristes depuis 1722 et est aujourd'hui l'un des sites les plus populaires de Pologne sous l'égide de l'UNESCO. Seule une petite partie du labyrinthe souterrain de tunnels et de salles est accessible sur 9 niveaux et jusqu'à 327 mètres de profondeur. Parmi les formations érodées ou taillées dans le sel, on peut voir des chapelles avec des autels et des personnages dans leur milieu de travail quand la mine était en activité. Le point d'orgue est une vaste salle abritant la superbe chapelle de Saint Kinga. Absolument tout, des lustres au retable, est en sel. Il fallut plus de 30 ans à 3 hommes pour achever ce temple souterrain accessible depuis 1895. 20 000 tonnes de blocs de sel furent retirés de cet endroit, dont certains éléments peuvent être considérés comme des œuvres d'art.
La culture populaire est bien enracinée dans la plupart des régions polonaises et particulièrement dans les campagnes et les montagnes. Elle contribue largement à maintenir des traditions vivantes. La musique folklorique rassemble des chants et des danses populaires qui ont inspiré de grands compositeurs classiques, à commencer par Frédéric Chopin, qui a utilisé de manière créative les rythmes folkloriques de son pays. Et c'est avec cette musique, ces chants et ces danses traditionnelles que se termineront ces 10 jours en Pologne.